notion donne du fil à retordre même aux plus aguerris. Le régime matrimonial surfe entre confusion et mauvaise interprétation de l'expression et l'euphorie de la célébration n'arrange guère les choses. Qu'en est-il exactement? On en parle dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'émission C'est tout droit. Le programme se propose d'apporter des réponses aux questions de société à travers le regard des hommes de loi. Ce jour, nous parlons du régime matrimonial. Qu'est-ce que le régime matrimonial? Le maire et même les conjoints, avant la signature du document, est-ce qu'ils savent exactement de quoi il est question? Pour nous accompagner ce jour, je reçois sur ce plateau Maître Jacob Bétan. Il est avocat au barreau du Cameroun. Maître, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Oriane et bonsoir. Je salue vos nombreux téléspectateurs et merci de m'avoir invité pour cette occasion. Merci Maître. Mesdames et messieurs, pour planter le décor, je vous propose de regarder cet élément et nous revenons juste derrière. Le régime matrimonial, c'est vrai, j'en ai déjà entendu parler. Et selon moi, je pense que le régime matrimonial, c'est un système sous lequel deux personnes qui choisissent de se marier décident de se mettre. Ça permet d'assurer par exemple la gestion des biens. Ça permet également de régulariser le type de mariage que les futurs mariés ou alors que les conjoints choisissent. Par exemple, on parle du régime matrimonial de monogamie, de polygamie. On va parler par exemple du régime à biens communs. On va parler du régime à biens séparés. Je pense que le régime matrimonial, c'est l'ensemble des dispositions légales ou conventionnelles qui régit le patrimoine dans un couple. Régime matrimonial, ça c'est les mots des blancs. Nous aussi là, nous on ne connaît pas ça. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Non, non. Bon, juridiquement parlant ou techniquement parlant, non, mais je pense que c'est un choix qui est proposé aux deux conjoints, à deux personnes qui veulent se marier, de décider quelles sont les opportunités qu'ils se donnent réciproquement de pouvoir choisir ou pas un futur conjoint à l'avenir. Selon moi, le régime matrimonial, c'est un système sur lequel deux personnes décident de se mettre soit en monogamie, soit polygamie. Oui. Ceci dit, nous allons entendre parler de communautés de biens ou alors de biens séparés. Donc, ces derniers, c'est à eux de choisir sur quel régime se mettre ensemble. Voilà. Un régime matrimonial, pour faire simple, c'est le type de contrat de mariage que choisisse un couple. Il peut être polygamique, monogamique ou polyandrique même ailleurs. Le régime matrimonial est un régime qui concerne la polygamie et la monogamie. Oui. À ma modeste connaissance, le régime matrimonial, c'est quand tu prends une femme qui est encore vierge. Moi, je pense que c'est ça. On parle du régime matrimonial. Très bien, maître. J'ai vu que la réponse de notre dernier intervenant vous a arraché un sourire. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Quel est le commentaire que vous faites déjà en écoutant tous ces avis-là? Oui, merci madame. Le commentaire, c'est de constater avec vous qu'il y a une grosse confusion de la part des citoyens sur la notion de régime matrimonial avec celle de système matrimonial. Okay. J'ai retenu qu'il y a eu un seul intervenant qui est allé dans le sens du régime matrimonial. Or, les autres ont parlé de système matrimonial qui renvoie à la monogamie ou la polygamie avant d'aller ensuite vers les biens, communautés ou biens séparés. Donc, il y a cette confusion dans la société. Peut-être que
votre émission permettra de dissiper. Justement, elle est là pour cela, maître. Maintenant que vous le dites, qu'est-ce qu'on doit retenir lorsqu'on entend parler de régime matrimonial? Oui, comme a dit le monsieur, ce sont les règles juridiques qui gouvernent le patrimoine des maris, des époux. En français facile. Et dans une autre version, je dirais que c'est l'ensemble des règles de droit qui gouvernent les rapports patrimoniaux ou pécuniaires des époux entre eux et des époux avec les tiers. Voilà la définition juridique du régime matrimonial. Quand on passe la définition juridique, qu'est-ce que moi ou le chauffeur de moto-taxi là en bas doit retenir exactement quand il entend parler de régime matrimonial? Le commun des mortels doit comprendre qu'au moment où il se décide de s'engager dans une union conjugale, les époux ou alors les futurs époux doivent s'asseoir et définir comment seront gérés leurs biens. Parce qu'on a bien dit, ce sont les règles qui gouvernent les biens dans un couple. Et ça veut dire pendant le mariage et à la dissolution du mariage. Qu'est-ce qui va se passer? On choisit donc un régime qui a son input et selon le régime qu'on aura choisi, il y aura des conséquences attachées à cela. Est-ce que cela est facile dans notre contexte où avant la célébration du mariage, si on commence à parler de biens, est-ce qu'ici on ne va pas se dire que on est matérialiste, on est déjà en train d'imaginer le pire? Est-ce que c'est vraiment aisé? Au-delà du pire, on va même imaginer plutôt l'intéressement. On va commencer à dire qu'est-ce que l'un des époux a comme bien. Est-ce que ce n'est pas ça qui attire l'autre? Non. En réalité, il ne s'agit pas de cela. Il est question d'être prudent, de comprendre que pendant le mariage, il y aura des biens et il faut y penser. Il faut toujours y penser. Parce que sinon, on sera très surpris. Alors, dites-nous, maître, est-ce qu'au Cameroun, quand on parle de régime matrimonial, est-ce qu'il y en a plusieurs? Si oui, quels sont-ils? Le régime matrimonial au Cameroun renvoie à une diversité de choses. On pourra dire qu'il y a les régimes communautaires et les régimes séparatistes. C'est-à-dire que communauté ou séparation de biens. C'est par là qu'il faut déjà se diriger. Mais lorsqu'on entre dans le régime communautaire, il y a plusieurs types de communautés. Et après, il y a le régime séparatiste. Alors, dans la communauté, c'est une dizaine, c'est 3, c'est 2? Non, au Cameroun, je dirais qu'il y a 4 types de communautés. Expliquez-nous. On parlera de la communauté légale. D'accord. Dans la communauté légale, qui est la communauté de meublés et acquets. D'accord. Voilà. Il y a la communauté universelle et il y a la communauté réduite aux acquets. Voilà les 3 types de communautés qu'on peut appliquer au Cameroun. Mais ces expressions-là sont... Bon, meubles, on va comprendre. Meubles, on se dit bien, bon, ça peut être des chaises, le mobilier. Mais acquets, qu'est-ce qu'il faut retenir lorsque vous parlez de acquets? Les acquets, ce sont les biens qu'on achète pendant le mariage. Donc, ça vient du mot acquérir. Donc, meubles et acquets, ça c'est toujours dans la communauté des biens. Oui. Ici, qu'est-ce qu'on faut retenir? Sinon, dites-nous, quels sont les avantages et les inconvénients de chacun de ces régimes-là? Oui. Je voudrais déjà dire que je suis obligé de faire un petit pas en arrière. Allez-y. Avant le mariage, il est conseillé aux futurs époux de choisir un type de régime qu'ils vont appliquer à leur couple. Lorsque vous le faites, c'est par contrat de mariage devant notaire. Si vous ne le faites pas, la loi a prévu, le Code civil a prévu qu'on vous applique un régime communautaire qu'on appelle communauté légale. Et c'est la communauté de meublés et d'acquets. Et qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur? Cette communauté est composée de 3 masses de biens. La masse commune des biens, les biens propres de l'épouse et les biens propres du mari.
Ça fait 3 masses de biens qu'on va retrouver dans une communauté légale. Les propres du mari et de la femme, c'est quoi? Ce sont par exemple des immeubles que l'un ou l'autre possédait avant le mariage, le jour du mariage, avant la célébration du mariage. J'y vais simplement comme cela. Les biens immeubles que l'un ou l'autre époux possédait avant le mariage, avant la célébration du mariage. Ok. C'est ça, les biens propres. Donc il y aura des biens propres de la femme, il y aura les biens propres du mari, s'il y en a bien sûr. Et après il y a la masse commune, qui sont les immeubles qu'on va acquérir pendant le mariage. Il y a aussi les biens meubles qu'on avait depuis au jour de la célébration du mariage et ceux qu'on va acheter. C'est ça les biens communs. Et j'imagine que chacun a des inconvénients. Chaque chose a ses avantages et ses inconvénients. Et suivant ce que vous recherchez, vous trouverez un avantage ou un inconvénient. Le problème, c'est qu'au début, lorsqu'on n'y pense pas, et que par après, on a des possibilités d'acquérir, ça devient très compliqué. Ça devient compliqué. Voilà. Les calculs conjugaux commencent. Bon. Comme des situations, on a vu ça plusieurs fois, ça, même sur les réseaux sociaux, où la femme, l'épouse a un terrain et le monsieur a construit là-dessus. Après, quand il se sépare, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Par exemple, si on a cette situation, maître, comment réagir? Cas d'école, il faudra regarder à partir de quel moment la femme a ce terrain. Si c'est un bien propre et qu'on en vienne à la dissolution du mariage, il y aura ce qu'on va appeler, si l'homme a construit dessus, on va faire l'inventaire des biens, regarder la valeur des constructions et indemniser le monsieur. Il aura droit à des récompenses. Alors, mais dis-nous, le mariage est déjà en cours, il est déjà célébré, il est même consommé. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut changer de régime matrimonial après avoir signé le papier, signé l'acte de mariage? Ça renvoie à ce que les juristes appellent l'immutabilité des conventions matrimoniales. Il est interdit, selon l'article 1395 du Code civil, de changer le régime matrimonial après la célébration du mariage. Il va demeurer tel quel jusqu'à la dissolution. Il est interdit de changer. Tout à l'heure, vous nous avez quelque peu montré qu'il y a une différence entre la forme du mariage et le régime matrimonial. Dites-nous clairement en français facile, forme de mariage, régime matrimonial, quelle différence? La forme du mariage, ça veut dire le système du mariage. Forme ou système? Polygamie ou monogamie. Voilà. Voilà le système matrimonial. C'est vrai que les gens sont souvent induits en erreur aussi à partir d'une mauvaise rédaction d'une loi camerounaise qui disait qu'au moment de la célébration du mariage, le maire doit demander aux enfants quel est leur régime choisi, polygamie ou monogamie. Or, c'était une mauvaise rédaction de texte qui a poussé à cette confusion. Le régime renvoie au système de gestion de biens, alors que le système renvoie à la forme du mariage. Mais maître, je sais que ce n'est pas vous qui avez rédigé la loi, mais lorsqu'on voit la définition de polygamie, il y a une ouverture sur la polyandrie. C'est-à-dire qu'on comprend bien que dans notre système qui parle de polygamie, les femmes peuvent aussi prendre plusieurs époux. Est-ce qu'ici, il n'est pas temps peut-être pour vous, les hommes de loi, de faire changer cette expression-là? Polygamie? Oui, polygamie, il y a la polygamie, la polygénie. Dans la polygamie, on parle de polygénie et polyandrie. Sauf qu'au Cameroun, on nous dit qu'on applique le système. Oui, la polygamie au Cameroun est entendue comme un homme qui a la possibilité d'avoir deux ou plusieurs autres épouses. Voilà. Mais la définition nous dit le contraire. C'est pour ça que je dis, vous, hommes de loi, peut-être qu'il serait temps de plaider pour que cette expression soit modifiée peut-être dans notre code et qu'on passe à la polygénie, qui veut dire homme avec plusieurs épouses. Vous avez parfaitement raison. Malheureusement, ce n'est pas la seule expression. Il y a plein de choses à modifier dans notre code civil et même l'ordonnance de 1981 sur l'état civil
il y a beaucoup de termes en confusion, il y a plein de choses à modifier. D'accord. Nous espérons que nous avons en ce moment un projet de code de la famille qui est en gestation au ministère. Nous espérons que toutes ces choses trouveront solution dans ce code. D'ici peu, d'accord. Alors, parlons de la gestion donc, de la communauté. Est-ce qu'ici, il faut dire quelle est fonction du système de mariage choisi? Non, c'est les mêmes règles qui s'appliquent. Que ce soit en monogamie, la communauté sera composée de la même façon. Bon, maintenant, en polygamie, c'est un problème. Parce que le Code civil, c'est un ancien texte. D'accord. Qui a été conçu avec l'ancien esprit de l'ancienne époque. Et il a été conçu pour la monogamie uniquement. Puisque nous utilisons les lois françaises, le Code civil applicable au Cameroun, c'est la version du Code civil français d'avant 1960. Alors, il a été conçu pour la monogamie. Or, au Cameroun et dans beaucoup d'autres pays africains, il y a la polygamie. Il y a la polygénie. Mais alors, qui n'est pas réglementé dans le Code civil. Ce qui fait que les problèmes que ça pose sont énormes parce que à quel régime appliquer à ce type de mariage? Nous en sommes arrivés à des solutions prétoriennes, c'est-à-dire que c'est les décisions de justice que nous appelons jurisprudence qui façonnent ce droit au fil du temps. Suivant tel dossier, on va vous dire c'est un régime séparatiste d'office. Certains pensent que la polygamie est séparatiste d'office. Ben, la loi ne l'a pas dit. D'autres pensent qu'il y a une communauté entre le mari et chacune de ses épouses. Et le plus difficile donc, c'est à la dissolution. Comment partager? Combien de communautés y a-t-il dans ce système? Voilà les questions pratiques auxquelles nous sommes confrontés, auxquelles la justice camerounaise est confrontée. Comment vous résolvez ce type de problème donc? Voilà, je vous ai dit que c'était des solutions prétoriennes. Que ce soit en monogamie ou en polygamie, au départ, la justice a pensé, à travers certaines décisions, que la femme n'avait même pas droit à des biens. Et il fallait faire un partage de rémunération en cas de dissolution du mariage. C'est-à-dire qu'elle devait prouver qu'elle a participé à l'acquisition des biens. Et le temps passant, on est allé plus loin pour dire non, même le travail ménager que la femme fournit, c'est une preuve de la participation. Au-delà, la femme s'est émancipée et aujourd'hui exerce des activités salariées. La femme travaille autant que l'homme. Alors, le fait de gagner un salaire, d'avoir donc des revenus, sont pour la justice des preuves de participation à la confection du patrimoine familial. Et c'est à ce moment qu'on peut penser faire un partage. Dans le système monogamique, c'est simple. Lorsqu'on a défini la masse et qu'on avait reconnu à travers cette jurisprudence des tribunaux coutumiers que la femme avait droit à quelque chose, ça va, on partage de moitié. Mais en polygamie, comment va-t-on le partager? Voilà où ça se complique. J'ai une autre question, maître. Est-ce qu'on est dans un mariage polygamique? Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir communauté de biens avec chaque femme? Est-ce que c'est possible, ça? Lorsqu'on regarde la loi, oui, on ne peut dire oui, puisque au départ, on dit c'est le régime communautaire si vous n'avez pas choisi. Si vous choisissez au moment de la célébration du mariage, et il y en a qui le font, dès les préparatifs de leur mariage, ils vont chez le notaire qui fait un contrat de mariage. Là, ils mettent séparation des biens. Ça ne pose aucun problème. Mais lorsqu'on n'a pas choisi donc, en polygamie, ça renvoie donc à votre question. Oui. Est-ce que le mari a une communauté avec chacune de ses épouses? Je vais dire oui, d'après le texte de base. Maintenant, c'est là défini. Vous avez une première femme qui a été avec vous, peut-être pendant 10 ans. Oui. Vous avez acquis des biens. Après, il y a une deuxième qui est venue après 12 ans. Vous avez acquis des biens. Il y aura une troisième qui est venue après 15 ans. Vous avez acquis des biens. Je pense que, dans la logique simple, chacune a une part de quelque chose.
Maintenant, c'est de là définir. Comment définir et comment faire la répartition? Est-ce que ce sera en fonction du nombre d'années? Est-ce que ce sera... Vous voyez que ça rentre à ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il faut qu'on prouve qu'on a participé, d'après les jurisprudences qu'on a eu à voir. Et à défaut, à supposer même que tout le monde ait même participé, quelle sera la consistance de cette communauté? C'est ça la difficulté. Puisque la première épouse va dire, j'ai participé à l'acquisition de tous ces biens. De tous les biens, on doit d'abord répartir entre le mari et moi. Mais cette fois-là, à quel pourcentage? Puisqu'au départ, quand c'est monogamie, c'est 50%. Mais puisque vous êtes 5, comment va-t-on faire? Donc, on comprend bien qu'il y a beaucoup de choses encore à revoir. Mais dans la pratique, qu'est-ce que parfois le notaire fait? Oui. On inventorie les immeubles acquis pendant le premier mariage. Mais vous parlez des immeubles s'il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, il n'y a rien. Oui. S'il n'y a rien à partager, il n'y a rien. D'accord. Alors, on regarde les premiers immeubles acquis. Avec quelle femme? C'est là où on fait un partage 50-50. Bon, maintenant, les troisième et quatrième immeubles acquis avec la deuxième femme, est-ce qu'on va encore parler de 50-50? Qu'est-ce que là la proportion? Est-ce qu'on va aller au tiers? Est-ce qu'on va aller au quart? Voilà les problèmes pratiques auxquels sont confrontés les notaires et auquel cas des solutions transactionnelles peuvent apporter des solutions. J'ai eu une autre question, maître. Lorsqu'on n'a pas des immeubles, on n'a pas de biens, le mari a laissé plutôt beaucoup de dettes. Est-ce que là, la répartition se fait aussi comme si c'était question de biens? Il faut que je vous dise déjà que lorsque quelqu'un décède, on doit inventorier son patrimoine. Et on a le choix, qu'on soit héritier ou veuve, d'accepter ou de rejeter son patrimoine. Alors, si on l'a accepté, on prend les actifs et les passifs. D'accord. Si on a refusé, on n'est pas obligé face à ce passif. Et si on est dans un foyer polygamique, on a accepté les actifs. Même la répartition des passifs, on l'accepte aussi. C'est qu'on l'a accepté et on doit pouvoir payer. Très bien. Alors, maître, parlons justement, puisque vous êtes revenu plusieurs fois sur le contrat de mariage, parlez-nous déjà du contrat de mariage. Qu'est-ce que c'est que le contrat de mariage exactement? Est-ce qu'on est obligé également de le signer avant d'aller devant le maire? Le contrat de mariage, c'est un écrit que les futurs époux signent en préparation de leur union conjugale et qui va fixer le sort des biens du ménage. Maintenant, est-ce que c'est obligé de le signer? Non. Mais c'est conseillé. Parce que quand vous ne le signez pas, on vous applique la communauté légale. Oui. Donc la communauté légale est par défaut? Oui. OK. Le contrat de mariage, il est signé, qu'est-ce qu'il faut, je veux dire quoi? Quelle est la constitution? Quels sont les éléments constitutifs du contrat de mariage et où est-ce qu'il faut le signer? Devant le maire, devant un avocat, devant un notaire, je veux dire? Le contrat de mariage se fait exclusivement devant notaire, même pas sous seing privé. Et ça contient tous les éléments d'un contrat. Les noms des parties, le sort qu'ils entendent réserver à leurs biens. S'il y a des biens présents, c'est mentionné dedans. S'il y a des biens propres, parce que je peux venir de ma famille avec un héritage, ça n'entrera pas en communauté. Un immeuble, par exemple. On décide de qu'est-ce qu'on fera de ces biens. Est-ce qu'on le met en communauté? Vous avez le choix. Même venant avec un immeuble de votre famille, vous pouvez toujours dire je mets cela en communauté. Alors, dans ce contrat, on trouve tous ces éléments-là. Et on dit qu'est-ce que ça sera. Et, en tout cas, suivant le régime choisi, ça permet de savoir comment vos biens seront gérés. D'accord. Alors, est-ce que le testament peut venir changer quelque chose dans les termes du contrat? Je veux dire, l'époux, peut-être avant s'il sent que ça commence à être pas très paisible, ou alors par mesure de sécurité, il rédige un testament. Est-ce que s'il change certains termes qui ne sont pas dans le contrat, est-ce qu'il peut avoir problème? Le testament, lui, ne va rester que dans le cadre
des intérêts du testateur, Ok. de celui qui le fait. Il ne peut pas, par exemple, léguer plus de biens qu'il n'en a. Si ça atteint la quotité de l'autre, on va rescinder. On va diminuer cela de ce lot-là. Bon, ma question c'était dans le sens où peut-être que au départ c'est 50-50, après peut-être le mari se dit non, je veux plus que ce soit comme ça. Si je suis plus là, je voudrais que tous mes biens par exemple aillent chez tel et pas chez tel. Peut-être que non, on ne peut pas dans un testament mettre des dispositions contraires à l'ordre public. Parce que là, ça atteint la liberté de l'autre, le patrimoine de l'autre. C'est non négociable. C'est vrai qu'on peut trouver un cas où un des conjoints décède en faisant un testament qui gère le sort de tous les biens. Si le conjoint survivant ne le discute pas, ne le conteste pas, ça va passer, il n'y a pas de souci. Mais si vous le contestez, on va changer. Merci beaucoup, maître, pour toutes ces réponses. Merci d'avoir accepté notre invitation surtout. Et merci. En fait. Oui, merci. Avant de vous quitter, j'aimerais quand même dire un dernier mot, que nous avons parlé des communautés, mais je n'ai pas parlé de la communauté de base. D'accord. C'est-à-dire quoi? C'est là où c'est ce qu'on nous enseigne dans les célébrations de mariage. Parce qu'il y a une communauté de biens en termes de gros patrimoine et tout, mais il y a aussi une communauté de vie. D'accord. Expliquez-nous. C'est-à-dire que les charges du ménage, l'entretien des enfants, le loyer, c'est aussi une communauté de base. C'est ce qu'on appelle la communauté de base. D'accord. Et il faut signer tout cela dans le contrat? Oui. Les époux doivent contribuer pour la marche du foyer. S'il y a un loyer à payer, s'il y a l'éducation des enfants, le devoir de secours et d'assistance qu'on nous cite à la mairie. Voilà la seule formation qu'on donne aux époux pendant la célébration du mariage. Oui. On vous lit les articles 212 à 215. Les époux se doivent mutuellement secours, fidélité et assistance. L'homme choisit le domicile familial. La femme doit contribuer, chaque époux contribue en fonction de ses facultés contributives. C'est aussi ça une communauté. Oui, mais on appelle cela la communauté de base ou la communauté primaire. D'accord. Au point où parfois, les autres formes de communauté que j'ai signalées, les communautés conventionnelles, on appelle ça la phase secondaire. Voilà. L'autre, c'est la communauté primaire. Merci beaucoup, maître. Merci encore pour tous ces enseignements. Merci, madame. J'espère que nous aurons éclairé quelques lanternes afin que, avant le mariage, les futurs époux sachent où aller. Qu'ils soient bien préparés. Qu'ils soient bien préparés et qu'ils ne pensent pas tout simplement aux agapes à la fête. Et aux vêtements. Merci encore. Merci. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous espérons avoir répondu à quelques-unes de vos préoccupations. N'oubliez surtout pas, nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est censé ignorer la loi. À très bientôt.